Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter un deuxième problème. Donc là, voici les données. Reprendre les données du problème 1, mais on envisage pour ce bâtiment un radier général B d'épaisseur 30 cm. D'accord? Donc ce n'est plus des semelles isolées. Donc c'est un radier général. On demande de le dimensionner. Donc les mêmes données exactement, sauf que là, c'est un radier général. Ok? Bien, nous allons donc aborder la solution. Tout d'abord, on va dire que, quel que soit le résultat, nous allons prendre comme largeur du radier minimum 7,2. Pourquoi 7,2? Parce que la largeur finie du bâtiment, elle est égale à 7,2, c'est-à-dire la distance entre ce point et ce point égale à 9,2. J'ai dit 7,2, je m'en excuse. Donc 9,2. Donc si je prends cette condition pour voir si la couche compressible, elle est loin, elle est proche, bien elle est très proche, je vais prendre ce calcul. Alors, la largeur minimale du radier est égale à 9,2. Donc, le HB, H sur B, est inférieur ou égal à H sur B minimum. H, c'est 6,7 et B minimum, c'est 9,2. Donc, le H, le voici. C'est la distance entre le bas du radier et la couche compressible. Donc, en faisant le calcul avec les données, on trouve que H égale 6,7. Bien, donc avec cette condition, ça me donne H sur B inférieur ou égal à 0,73. Donc, nous sommes dans le troisième cas, c'est-à-dire qu'on va supposer le radier reposant directement sur la couche compressible. Donc, à partir de là, on va faire les calculs. On écrit l'expression de la capacité portante d'une semelle rectangulaire. Et là, nous allons proposer une valeur de L. Comment? On vous dit que le bâtiment, il fait 38 mètres de longueur. Donc, la valeur de L qu'on va proposer, elle est légèrement supérieure à 38 mètres. Donc là, j'ai dit qu'on peut proposer 39 mètres ou à la limite 40 mètres. Moi, j'ai choisi dans la suite du calcul L égale 39 mètres. Bien, les caractéristiques du sol en question sont Φu égale 0 et Cu égale 30 kPa. Donc, ce sont les caractéristiques à court terme. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser les contraintes totales et non les contraintes effectives. Bien, pour Φ égale 0, nous avons N gamma égale 0, NQ égale à 1 et NC égale 5,1. D'où l'application numérique QD égale gamma D plus 1 plus 0,2 B sur L, CNC. Ça me donne à la fin une expression de la forme 0,78B plus 305,2. Maintenant, je vais déterminer le QAD, c'est QD moins gamma D sur F plus gamma D. Donc, tout ça me donne 0,26B plus 203,2. Sachant que le gamma D représente la contrainte de la surface jusqu'à l'argile molle. OK? Donc, la contrainte initiale. Bien, donc ça c'est un calcul simple. Maintenant, pour déterminer la contrainte appliquée, nous avons plusieurs types de charges. Deux charges linéaires dues aux semelles filantes de l'exercice précédent et des charges concentrées pour les poteaux. Bien, donc nous allons en première approche déterminer l'ensemble des charges pour les transformer en une charge unique. Donc, je commence par déterminer Q1. Q1, c'est la résultante de la charge linéaire sur la file de gauche. Donc, ça fait 290 par 38. 38, c'est la longueur du bâtiment. Et ça me donne 11 020 kN. La deuxième charge, c'est la même chose. C'est 360 par 38. Ça me donne 13 680. Bien, j'arrive au poteau. Alors là, c'est un petit peu délicat.
Il faudrait déterminer le nombre de poteaux. Donc, on doit d'abord déterminer le nombre de poteaux. En général, lorsque vous avez un fil, vous avez des intervalles, des distances entre poteaux. Alors, on va déterminer le nombre de poteaux en calculant bien, en déterminant le nombre de distances, mais on rajoute à la fin 1. Donc, NP, nombre de poteaux, égale la partie entière de 38, qui est la longueur du bâtiment, sur l'espacement entre deux poteaux, c'est 3,75, et je rajoute 1. Ça me donne 11 poteaux. Mais là, il faut faire attention. Si vous savez faire une descente de charge, vous savez que lorsque vous avez des poteaux de rive et des poteaux intermédiaires, les poteaux de rive reçoivent la moitié de la charge des poteaux intermédiaires. Je ne vais pas détailler le calcul, mais revenez un petit peu à la manière dont on fait la descente de charge, vous allez comprendre. Donc, nous avons 11 poteaux. Parmi ces 11 poteaux, bien sûr, il y a 2 poteaux de rive et 9 poteaux intermédiaires. Donc, on va faire la somme. 2 poteaux de rive vont recevoir la moitié de la charge, c'est-à-dire 110 tonnes sur 2, et 9 poteaux intermédiaires qui vont recevoir la charge entière. Donc, après calcul, on va trouver Q3 égale 2 fois 1100 sur 2, plus 9 fois 1100, ça fait 11 000 kN. Donc, voici un schéma, ok, 11 020, 13 680 et 11 000. Bien, maintenant je vais passer à une autre étape. Je vais déterminer la résultante. Voici la résultante. C'est la somme des 3 charges. Voici le calcul. Q égale la somme. Mais là, je dois déterminer le point d'application de la résultante. Donc, je vais appliquer la formule du barycentre. Q par X égale somme de QI XI. Donc, X égale somme de QI XI sur Q, ou bien somme de QI XI sur somme de QI. Ça me donne, j'ai pris l'origine par rapport à ça, et ça m'a donné 4,99, donc j'ai arrondi à 5. Ça veut dire que la résultante, elle passe exactement par l'axe du poteau. Mais ça, c'est un résultat par hasard. Il n'a pas beaucoup d'importance. D'accord? Il ne faut pas se dire, tiens, on a choisi de telle manière à ce que la résultante passe par un élément porteur. Pas du tout. C'est un pur hasard. Bien. Maintenant, nous allons déterminer l'ensemble des charges qui arrivent au sol, ou bien l'ensemble des contraintes produites par le bâtiment qui arrivent au sol. Donc, j'ai sommé 3 charges. La charge du bâtiment produite par Q, la charge du radier, si je tiens compte du poids du radier, plus la charge, ou bien la charge entre le radier et la couche, c'est-à-dire ce sol-là. Donc, tout d'abord, la contrainte produite par le bâtiment, c'est la résultante divisée par la surface. Donc, 35 700 sur 39B. Ça me donne 315,4 sur B, en kilonewtons par mètre carré. La contrainte produite par le radier, c'est 24 la masse volumique du béton par 0,3 l'épaisseur. Ça me donne 7,2 kN par mètre carré. Maintenant, la contrainte produite par le sol, je vais faire la somme de tout ce qu'il y a entre la base de la fondation et le sol lui-même. Donc, c'est 16,5 par 5,7 plus 20,1 par... Donc là, j'ai pris la contrainte totale. Pourquoi? Parce que nous avons les caractéristiques à court terme de l'argile. Donc, voici ce que donne à la fin la somme des 3. Q appliqué égale 915,4 B plus 121,45. Et ça doit être inférieur ou égal à la contrainte admissible qui est égale à 0,26 B plus 203,2. Bien, à la fin, nous avons une équation du second degré, 0,26 B carré plus 81,75 B moins 915,4, supérieur ou égal à 0. Bien, donc on a une solution égale à 10,82 qu'on va arrondir à 11 mètres. Maintenant, il y a une phase très critique, c'est que là, il faudrait revenir aux hypothèses de calcul. On a fait un calcul en supposant que la fondation elle est soumise à une charge centrée.
Donc là, on va placer le radier centré sous la charge. Donc voici la charge. Voici le radier. Donc nous avons choisi un radier de 11 mètres. Ça veut dire que ça, c'est le milieu du radier. De ce côté-là, nous avons 5,5 mètres. Et de ce côté-là, nous avons également 5,5 mètres. Donc, si on place maintenant le voile, on va placer un voile à partir de la charge de 5 mètres plus 0,1. De l'autre côté, 4 mètres plus 0,1. Ce qui nous reste, c'est ce qu'on appelle le débord. De ce côté-là, nous avons un débord de 0,4 mètres et de l'autre, un débord de 1,4 mètres. D'accord? Donc, on va respecter les hypothèses de calcul de départ. C'est très important. À la fin, il faut toujours penser à avoir une fondation centrée sous la charge. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.